Le 21 juin 1957, 16h12, supermarché A&P de Prospect Park South, Brooklyn, New York. Les néons fluorescents crépitent faiblement au-dessus des allées étroites, encombrées de chariots grinçants, où l'air saturé d'odeurs de pain frais et de désinfectants bon marché semble figer le temps en une routine américaine implacable. Tandis que dehors, sous un ciel d'été lourd de menaces orageuses, des berlines anonymes stationnent avec leurs moteurs au ralenti, phares éteints, attendant le signal qui transformera cette banalité suburbaine en piège mortel pour un homme dont la vie entière n'est qu'une toile d'ombre tissée par le KGB. Ivan Dmitrievitch Popov, alias William August Fischer, non, Rudolf Abel pour les initiés du renseignement, mais ici simplement Monsieur Baker, vendeur de peinture discret, pousse la porte battante du supermarché, son chapeau fedora légèrement incliné pour masquer le tic nerveux de son œil gauche. Ce spasme infime héritage des nuits moscovites où les interrogatoires de la Loubianka laissaient des cicatrices invisibles. Il porte un costume gris usé, acheté chez Sears pour fondre dans la masse des cols bleus du quartier. Mais ses pas sont mesurés, trop précis, comme s'il cartographiait déjà les angles morts des étagères de conserve, les reflets déformants des boîtes de soupe Campbell qui pourraient trahir une silhouette en tailleur ou un homme feignant d'examiner les paquets de céréales. Le bourdonnement des caisses enregistreuses sature l'espace, un rythme hypnotique qui noie presque le cliquetis lointain d'un chariot abandonné. Mais pas pour lui. Chaque son est une alarme potentielle. Chaque pause d'une cliente, un risque de surveillance optique. Car depuis des semaines, il sent le filet se resserrer. Ses présences fugaces dans les cafés de Coney Island, ses klaxons intempestifs sur Ocean Parkway, qui masquent peut-être des transmissions radio codées du bureau. Vous hésitez une seconde devant l'entrée des produits laitiers, votre main gantée effleurant le bord d'un rayon de bouteilles de lait, là où hier, lors du signal de routine, une enveloppe cirée avait glissé d'une main anonyme dans un échange brush-pass si fluide qu'il en était presque organique. Mais aujourd'hui, l'étagère est impeccable, trop impeccable, et le vide hurle une trahison. Le dead drop n'a pas été rempli. Ou pire, il a été vidé par des mains gantées de cuir noir, celles du FBI Counterintelligence Service qui, depuis des mois, décortique ses schémas via des wiretaps installés dans son appartement de Linden Boulevard, où le tic-tac de l'horloge murale rythme les nuits d'insomnie hantées par le spectre d'une extraction forcée par le Center à Yasenevo. Rudolf ajuste ses lunettes à monture épaisse, feignant d'hésiter entre lait entier et écrémé, mais son regard balaie l'allée adjacente, où une femme en robe fleurie, housewife typique, alliance en or, deux enfants turbulents, semble s'attarder sur les yaourts, son panier incliné juste assez pour permettre un angle de vue sur sa position. Est-ce une agente du bureau, formée à Quantico pour les surveillances civiles, ou simplement la paranoïa qui ronge ses nerfs comme l'acide d'une pellicule microfilm exposée à la lumière? Retournez en arrière, à cette nuit d'octobre 1948, quand le cargo suédois l'avait débarqué à New York sous le nom d'Emil Goldfuss, cheveux teints en blond, passeport forgé par les meilleurs graveurs du Quai d'Orsay, recyclés au GRU. Moscou l'avait briefé pendant des mois dans une datcha isolée près de Peredelkino, où les leçons de tradecraft se mêlaient aux confessions forcées de traîtres comme les Rosenberg, déjà condamnés à la chaise électrique pour avoir livré les secrets de Fatman. « Soyez invisible, camarade Abel », avait murmuré le major qui deviendrait son handler fantôme. « Les Américains voient des communistes partout, mais pas les vrais. Utilisez les lieux banals, parcs, cinéma, supermarchés, pour les boîtes aux lettres mortes, et jamais de contact direct sans double vérification des tailles. » Et il avait obéi, construisant son réseau d'illégal. Photographes à Manhattan pour copier des blueprints de la North American Aviation, radio-opérateurs cachant des burst transmitteurs dans des postes de TSF démontés,
Tout cela financé par des chèques postaux anonymes glissés dans les fentes de boîtes aux lettres publiques le long de la 5e avenue. Mais la fissure était venue d'un détail trivial. Un assistant dentiste de Brooklyn, Raino Eianen, recruté comme courrier, qui avait dilapidé 5 000 $ en beuverie et s'était présenté au FBI en juin 1957, sautant du train soviétique avec un message codé retrouvé dans un parc-mètre de Watertown. Nous vous saluons de l'Union soviétique. Les semaines précédant cet après-midi fatidique s'étirent en un lent supplice de surveillance. Le 3 juin, à 7h22 du matin, dans un dîner de Flatbush, 2 agents du FBI, l'un en veste de tweed, l'autre en chemise hawaïenne pour détonner moins, notent la plaque d'immatriculation de sa Buick 1954, alors qu'il commande des œufs au plat. Son journal Daily News ouvert sur une page de course hippique, codée, pour signaler un rendez-vous. Le cliquetis de la cuillère contre la tasse de café dure une éternité, chaque gorgée avalée en scrutant les reflets dans la vitre embuée, où une Crown Victoria banalisée semble garée trop longtemps de l'autre côté de la rue. Puis, la filature. Rotation tous les 20 minutes, 4 voitures en échelon, des Kodak Retina cachés dans des mallettes pour photographier les échanges au parc de Prospect, où il enterre un rouleau de 35 mm sous une pierre près du lac. Microfilm contenant les plans d'un nouveau radar Sage que lui a livré un ingénieur de Bell Labs, compromis par la culpabilité et l'appât du gain. Les nuits s'allongent dans son safe house, un sous-sol humide de la 60e rue Ouest, où la machine à écrire Underwood cliquette jusqu'à 2 heures du matin, tapant des rapports one-time pad chiffrés sur du papier pelure, la fumée de ses Lucky Strike descendant jusqu'au filtre, cendres tombant sur le lino craquelé, tandis que le poste de radio crachote les ondes courtes de Voice of America, cherchant en vain un message d'exfiltration. 931. L'oiseau rentre au nid. Le 15 juin, la pression monte d'un cran. Un appel téléphonique depuis une cabine de la 7e avenue, numéro mémorisé par Eianen et maintenant wiretapé par le FBI. La commande de peinture est prête, Monsieur Baker, dit-il d'une voix neutre, mais la ligne grésille d'un silence trop long avant la réponse. Parfait. Livrez-la au dépôt habituel. C'est le signal pour un dead drop dans un hollowed-out bolt vissé sous un banc de Central Park. Mais en chemin, il sent la queue. Un piéton qui ralentit au feu rouge de la 59e rue, une femme avec un caniche qui décrit des cercles inutiles autour de son taxi. Paranoïa viscérale. Il descend à un arrêt imprévu, fin d'acheter un hot-dog chez Nathan's, observe les passants dans le reflet d'une vitrine de bijouterie, le cœur battant au rythme des klaxons new-yorkais, sachant que le bureau utilise maintenant des teams de 6 agents minimum avec des relais par talkie-walkie Motorola émettant sur 460 km/h, inaudibles pour le profane. Rentré chez lui, l'appartement sent le moisi des rideaux tirés jour et nuit. Il démonte son rasoir pour y cacher une gélule de cyanure, précaution standard pour les illégales. Mais ses mains tremblent et la pilule roule sous le lit, symbole de l'échec imminent. De retour au supermarché ce 21 juin, 16h18 maintenant, le temps s'étire comme une pellicule ralentie. Rudolph pousse son chariot vers les fruits et légumes, où le signal devait être un paquet de chewing-gum Wrigley's posé à l'envers sur le bord d'une caisse de pommes Golden Delicious, marque d'un message urgent du Center ou d'un nouveau courrier. Mais rien. Les pommes luisent sous les néons, trop parfaites, et dans le miroir convexe au plafond, ces sphères de sécurité que les Américains installent pour les vols à l'étalage, il aperçoit des mouvements. Un homme en imperméable gris près des conserves de thon, ajustant sa cravate tout en jetant des regards obliques. Une femme aux cheveux permanentés feignant de choisir des bananes, son sac à main ouvert juste assez pour un signal flash. Le bourdonnement des frigos laitiers monte en crescendo. Un vrombissement qui envahit ses tempes, et vous vous arrêtez, panier à moitié plein de produits anodins, pain tranché, lait,
beurre, pour allumer une cigarette malgré l'interdiction, la flamme du briquet Zippo dansant dans le creux de votre paume, fumée s'élevant en volutes qui brouillent la vue sur l'entrée principale. À 16h24, le piège se referme. Les agents du FBI, dirigés par l'inspecteur spécial James G. Delaney, ont reçu le feu vert. Eihanen a confirmé l'identité par photo et les preuves s'entassent. 35 000 $ en compte secret, des plaques d'imprimerie pour faux billets dans un casier de gare, le burst transmitteur démonté dans un grenier de Hoboken. L'homme en gris s'approche, main dans la poche de son manteau, tandis que deux autres bloquent les sorties. Monsieur Fischer, Rudolf Abel, vous êtes en état d'arrestation pour espionnage au profit de l'Union soviétique sous l'article 32 du Espionnage Act de 1917, déclare-t-il d'une voix basse mais ferme, ignorant les cris des clientes qui lâchent leur panier, les pommes roulant au sol en un chaos symbolique. Rudolf ne résiste pas. Violence inutile pour un professionnel. Mais ses yeux scrutent une dernière fois les allées, cherchant une issue fantôme, tandis que les menottes claquent froidement sur ses poignets, acier américain implacable contre la peau marquée par 10 ans de clandestinité. La cavalcade vers la sortie est surréaliste. Chariots renversés, conserves éventrées, une mère serrant son enfant contre elle, comme si le diable en personne avait émergé des rayons de surgelé. Dehors, les sirènes hurlent enfin, berline du bureau formant un cordon. Photographe de presse surgit de nulle part, mitraillant l'instant où l'espion soviétique, pâle sous son fedora arraché, monte dans une Plymouth noire, portières claquant comme des guillotines. À la division de Brooklyn du FBI, 16h55, la salle d'interrogatoire est un cube de béton au mur jauni par la fumée, ampoule nue suspendue au plafond jetant des ombres mouvantes sur la table en formica éraflé. Rudolf s'assoit, menotte entravant ses gestes, tandis que Delaney et son adjoint allument des cigarettes, le silence s'étirant comme une lame. 5 minutes. 10. Le tic-tac d'une Seiko japonaise sur le poignet de l'agent résonnant comme un compte à rebours. Nous savons tout, Rudolf Ivanovitch. Eihanen a parlé. Les dead drops, les microfilms, le réseau Rosenbergs. Parlez, et peut-être que le juge sera clément. Mais il reste muet, lèvres pincées, esprit déjà voguant vers les cachots de la prison de Federal à Atlanta, où les jours se fondront en une éternité de regrets. Les heures deviennent jours. Fouille interminable de ses effets personnels, un crayon à papier creux contenant du microfilm vierge, une montre Bulova au mécanisme truqué pour un compartiment secret. Puis les premières craquelures psychologiques. La nuit du 22 juin, dans une cellule aux barreaux zébrés d'ombre, il entend les pas des gardiens, écho d'une Stasi qu'il croyait lointaine, et pour la première fois. La culpabilité affleure. Sa femme Elena à Moscou, ignorant son sort, les enfants élevés dans le mensonge du parti, les ingénieurs américains piégés par ses avances subtiles lors de cocktails à Westchester. Le 25 juin, lors d'un second interrogatoire, sous les néons qui bourdonnent sans relâche, Delaney pose les photos. Eihanen souriant à la barre. Les blueprints de l'U2 dérobés via un courrier à Los Angeles. Votre ligne est morte, Abel. Le KGB vous a abandonné. Le silence s'alourdit encore, 1 heure sans mots, seulement le grattement d'un stylo sur un bloc-notes. Et Rudolf sent l'inévitable. L'échange de prisonniers en 1962 sur le pont de Glienicke. Mais avant cela, le procès-spectacle, les manchettes du New York Times clamant « Spy caught in grocery bust » et la vie ordinaire, ces supermarchés banals où il se fondait, balayés à jamais par la machine du contre-espionnage. La traque n'était pas finie. Ses complices fantômes, un photographe polonais à Détroit, une dactylo du State Department, sont purgés un à un, filatures interminables sous la pluie de juillet, wiretaps capturant des soupirs de panique dans des appartements de Philadelphie. Pour Rudolf, les semaines en détention se muent en un lent effritement.
cigarettes rationnées, fumées jusqu'au filtre dans la cour de promenade, où le vent porte l'odeur de hot-dog lointain, rappelant les allées du I&P. Nuit hantée par le grésillement d'un radio set imaginaire, annonçant l'exécution pour trahison si Moscou le jugeait compromis. Le 7 août 1957, au tribunal fédéral de Foley Square, il plaide non coupable, voix ferme mais yeux fuyants vers les fenêtres grillagées, sachant que la sentence, 30 ans, est une victoire relative contre la chaise électrique. Mais le vrai châtiment est intérieur. La réalisation que chaque geste banal, chaque panier de course, portait en lui la graine de la chute, et que dans le silence des cellules, les ombres du supermarché persistent, néons éternels bourdonnant l'épilogue d'une guerre invisible où les perdants ne meurent pas toujours, mais vivent piégés dans le regret d'une paranoïa enfin justifiée. Les conséquences s'étendent comme des ondes de choc. Euanen rapatrié secrètement, rongé par la culpabilité jusqu'à son alcoolisme fatal en 1961. Les agents du FBI promus, mais hantés par les nuits où un dead drop non surveillé aurait pu inverser les rôles. Et à Moscou, un major du KGB démis pour avoir mal briefé l'illégal, son bureau vidé sous les huiles de la Lubyanka, tandis que les archives classifiées Svoy, des nôtres, sont purgées de toute trace d'Abel. Des années plus tard, échangé contre Francis Gary Powers, le pilote U-2 abattu, Rudolph reverra Brooklyn de loin, depuis un avion Aeroflot, mais le supermarché hantera ses rêves. Ses allées trop calmes, ses chariots figés, ce bourdonnement qui ne s'arrête jamais, rappellent que dans la guerre froide, la banalité est le meilleur camouflage et le pire piège. Le silence retombe, lourd, sur les étagères vides, d'un monde où chaque conserve pouvait cacher un microfilm. Et vous, spectateurs invisibles, sentez encore le regard des agents dans le reflet des boîtes de soupe. Acte 2. L'échange des ombres. Sous un ciel de plomb le 10 février 1962, sur le pont de Glienicke, ce col de la guerre froide entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, Rudolf Abel, vieilli de 5 ans en 500 nuits de néons fantômes, marche d'un pas mesuré, valise usée à la main, vers la liberté conditionnelle d'un rapatriement soviétique. Face à lui, Francis Gary Powers, le pilote U-2 descendu comme Icare moderne au-dessus des steppes sibériennes, cligne des yeux sous le soleil cru, ignorant encore les relents de supermarché qui collent à la peau de son vis-à-vis. Cette odeur de linoléum ciré, de conserves Campbell's tièdes, de chariots grinçants qui hantent Abel comme un refrain obsédant. Les gardes américains et soviétiques échangent des regards d'acier, fusils levés en un balai figé. Un flash d'appareil photo perce le brouillard, immortalisant l'instant où deux vies se croisent sans se toucher, reliées par le fil invisible d'un microfilm égaré dans les allées d'un A&P de Brooklyn. À Moscou, l'accueil est froid comme la Neva en hiver. Pas de fanfare, juste un major du GRU qui escorte Abel vers un datcha anonyme aux abords de la capitale, où les briefings reprennent sous les portraits jaunis de Staline. Mais Rudolf n'est plus le illégal affûté. Ses mains tremblent sur les cigarettes rationnées et dans les silences, il revoit Eihanen titubant vers sa tombe alcoolisée, les agents du FBI riant dans les bars de Foley Square et ses étagères bondées où chaque boîte de soupe pouvait dissimuler un code, un poison, une trahison. Le KGB le sonde. « Camarade, qu'as-tu vu de l'Ouest » Et il répond d'une voix rauque, les yeux perdus. « Des supermarchés, Tovarich. Des temples de l'abondance où l'ennemi se cache en plein jour, panier en main, sourire banal. » On le renvoie à des tâches subalternes, formation d'illégaux novices, qui l'écoutent bouche bée, tandis qu'il dessine sur une nappe des plans de dead drops entre rayons de céréales et conserves de thon. Pourtant, la paranoïa mutée en clairvoyance le ronge. À la Lubyanka, on murmure de purges tardives, d'archives Zvoy brûlées
pour effacer les erreurs d'un major déchu. À Washington, Donovan, l'avocat providentiel, publie ses mémoires « Stranger Than Fiction », où les néons du supermarché scintillent comme une métaphore filée de l'Amérique invisible. Abel, sous un faux nom à Moscou, fréquente les marchés kolkhozes, mais les pommes de terre pelées évoquent les pommes brillantes des étals I&P. Et le bourdonnement des frigos collectifs reprend le chant des néons éternels. Powers, rapatrié, deviendra testeur de drones pour la CIA, hanté par ses propres chutes. Mais c'est Abel qui porte le vrai fardeau. Savoir que l'échange n'a rien sauvé, que la guerre froide s'est muée en un supermarché global, aller infini où chaque consommateur est un agent potentiel, chaque caddie un vecteur de secret. Des décennies plus tard, en 1971, Rudolf s'éteint dans l'ombre d'un hôpital moscovite, dernier mégot consumé entre les doigts, murmurant dans un délire fiévreux « Les boîtes de soupe, elles regardent encore ». Son cercueil glisse anonyme vers le cimetière de Novodevitchi, sous la pluie fine qui lave les étiquettes effacées d'un monde où la banalité a vaincu les espions. Et vous, spectateurs des ombres, humez-vous encore l'odeur de hot-dog lointain? Entendez-vous le grésillement des radios imaginaires dans le silence des rayons vides? Le pont de Glienique s'efface, mais les chariots grincent toujours, roues éternelles d'une guerre où les échanges ne rachètent rien, et le camouflage du quotidien piège les survivants dans un bourdonnement sans fin. ATO 3, les allées éternelles. Rideau noir, grésillement de fond sonore, chariots heurtant les présentoirs, bips de caisses en cascade, murmures d'annonces publicitaires en russe approximatifs. Lumière pâle surgit sur un décor hybride, supermarché soviétique fané fusionnant avec un hypermarché Walmart luminescent, néons clignotants projetant des ombres de caddies géants. Au centre, un homme en imperméable usé, lunettes cerclées d'acier, pousse un chariot vide. C'est Abel ressuscité ou son fantôme numérique, hologramme vacillant sous l'œil d'une caméra de surveillance. Voix off, écho rauque. Tovarich. Les boîtes de soupe ont appris à voler. Il s'arrête devant un rayon de conserve. Les étiquettes pulsent comme des écrans radars. Campbell's aux champignons. Mais les champignons sont des champignons atomiques. Logos, Coca-Cola, tatoués de svastikas discrètes. Il attrape une boîte, la secoue. Dedans, un grésillement de microfilm ou d'un smartphone piégé. La paranoïa n'est plus maladie, elle est algorithme. Dehors, Berlin n'est plus mur, mais data center. Glienique, un pont virtuel sur le dark web où les échanges se font en crypto-monnaie fantôme. Entrée de Powers, 2, 0. Un drone bourdonne, atterrit dans le chariot. Pilote invisible, voix synthétique. Abel, les supermarchés sont devenus des serveurs. Chaque client scanne, chaque panier like. Snowden a vu les boîtes. Assange a hacké les caddies. Abel ricane, sort un paquet de gauloises du manteau, mais ce sont des cigarettes électroniques, vapeur aromatisée au polonium 210, clin d'œil à Litvinenko. Il inhale, expire un nuage en forme de U2. Les néons ne s'éteignent jamais, Gary. Ils migrent sur TikTok. Les illégaux ne dessinent plus sur les nappes. Ils postent des reels de dead drops chez Lidl. Regarde, cette baba en hijab, panier bio, c'est une mule de Mossad. Le gamin aux AirPods, chinois, WeChat, dans les veines. Et toi, Droneman, ton CIA teste des Amazon Prime pour parachuter des secrets dans les colis FedEx. Cut 2, flashbacks accélérés. 1989, mur qui tombe. Mais les briques sont des packagings Leclerc, effondrés en allées promotionnelles. 2001, Twin Towers, avions qui plongent comme des promotions Black Friday. 2022, Ukraine, supermarché bombardé, conserve de raviolis explosant en confettis de propagande. Abel pousse son chariot vers la caisse. La caissière, clone d'Angela Merkel ou de Xi Jinping, scanne.
Bip, bip, bip. Écran. Total. Guerre froide. 2. 0. Paiement par âme ou par like. Il murmure, tente une carte magnétique rayée. Les hot dogs regardent toujours. Mais maintenant, ils ont des caméras dans les saucisses. Le chariot s'emballe seul. Roues autonavigantes. Vers la sortie sans fin. Voix off finale. Échos multiples. Abel, Powers, Snowden. Un cœur de fantôme. Spectateur des ombres. 2. 0. Swipes-tu encore sur les étals virtuels? Entends-tu le drone des livraisons Amazon dans le silence de ton frigo connecté? Le pont de Glienicke est un NFT échangé sur OpenSea, mais les chariots grincent en 5G. Roues, quantiques, d'une paix marchande où chaque clic est un échange de prisonniers. Abel s'efface dans le flux, dernier mégot vapedé, mais le bourdonnement persiste. Bienvenue au supermarché totalitaire, où la banalité n'est plus camouflage. Elle est le code source. Lumière s'éteigne sur le bip éternel d'une caisse infernale. Rideau. Fin ou simple mise en rayon.